Bonjour, je vous propose en une dizaine de minutes d'échanger avec vous quelques idées générales sur la gestion des risques industriels et la prévention des situations de crise. Je vais tout d'abord vous proposer un rapide survol historique sur la manière avec laquelle on a géré les risques dans l'histoire, survol qui nous amènera à la question de la réglementation dans ce domaine. Et malgré tout le bénéfice tiré de la réglementation, j'évoquerai principalement les inconvénients de la réglementation. Enfin, au-delà de la gestion des risques industriels, j'évoquerai là aussi trop rapidement la question des situations de crise qui peuvent parfois en résulter. Voyons tout d'abord comment on a géré les risques dans l'histoire. Une des plus anciennes pratiques de gestion des risques est la consultation des oracles ou des augures. Face au danger de la guerre principalement, on consultait l'oracle, ici la Pythie à Delphes, pour savoir si le moment était bien choisi pour partir en guerre. Et cela avait un grand avantage. Si l'on gagnait la guerre, c'était grâce à notre grand chef. Si on la perdait, le chef restait toujours un grand chef. C'est l'augure qui s'était trompé, et on lui coupait la tête. Aujourd'hui, celui qui joue le rôle de l'augure, de victime expiatoire, on parle de fusible, eh bien il s'appelle le responsable de la sécurité. Face à l'inconnu de la mort, on a toujours pratiqué également les offrandes. Ici, par exemple, dans la tombe de Néfertari en Égypte, offrandes réelles ou symboliques, pour aider le défunt à faire son périlleux voyage nocturne. Et puis, on a sacrifié des hommes et des animaux en quantité industrielle. Ici, par exemple, le sacrifice d'Iphigénie, la fille d'Agamemnon, avant que ce dernier n'aille faire le siège de Troie pour apaiser la colère de la déesse Artémis. Cette dernière ayant au dernier moment remplacé Iphigénie par une chèvre, origine peut-être du fameux sacrifice d'Abraham. En Grèce également, on entretenait des miséreux du nom de pharmakoi, pharmakos au singulier, dans le seul but de les sacrifier en cas de besoin, comme un remède aux calamités. C'est ce qui a donné le nom au mot pharmacie. En Égypte, on a sacrifié tellement d'animaux qu'au XIXe siècle, on a importé en Europe le contenu des tombes pour servir d'engrais dans les champs. Et puis, avec l'avènement du christianisme et l'interdiction du sacrifice humain, on s'est mis à beaucoup prier, à processionner, après les attaques de la peste et du choléra, ou encore des catastrophes naturelles et toutes sortes de calamités. Eh bien, toutes ces stratégies perdurent encore aujourd'hui sous des formes diverses, comme en témoigne cet exemple. Pour conjurer une série d'avaries techniques sur ces deux Boeing 757, la compagnie aérienne Nepal Airlines a sacrifié hier 2 chèvres pour apaiser Akash Berab, le dieu hindou du ciel. Lors de la cérémonie à l'aéroport de Katmandou, 2 responsables de Nepal Airlines Corporation se sont prosternés devant l'un des 2 appareils. Samedi dernier, cet avion, qui devait gagner Hong Kong avec 142 passagers à son bord, avait dû rebrousser chemin en raison d'une panne du système de dégivrage. Après cette offrande, le Boeing 757 de la Nepal Airlines a finalement réussi à rallier Hong Kong. Vous voyez qu'on y voit des offrandes, des sacrifices et des prières. Et puis vers les Romains, qui, pour gérer leur immense empire, ont inventé le code, dont nous sommes toujours aujourd'hui les héritiers. En matière de gestion des risques, cela s'est traduit par des règles, des normes, qui ont permis de faire d'énormes progrès. Mais je voudrais souligner néanmoins quelques inconvénients à faire reposer la gestion des risques uniquement sur la réglementation. Tout d'abord, des inconvénients techniques. Du fait de la profusion des textes qui existent, des milliers de textes dans des dizaines de codes, traitent en effet de sécurité et de gestion des risques. Dans le code civil, le code de l'environnement, le code du travail, le code de la route, bien sûr, de sécurité routière, le code minier, ce qui va entraîner une spécialisation progressive. On va parler de risques dans l'industrie chimique, dans l'industrie du transport, dans l'industrie de l'énergie, dans l'industrie nucléaire, et de ce fait, on va perdre une certaine cohérence globale, chacun développant sa méthodologie, son vocabulaire, et ça va rendre plus difficile le dialogue entre les spécialités sur des sujets de plus souvent complexes. Autre inconvénient, les nouveaux textes sont généralement créés après des accidents. Exemple récent en France, après l'accident d'AZF, on a créé une nouvelle loi sur les risques technologiques, la loi Bachelot de 2003. Les accidents reflètent donc le passé. Ils cherchent à éviter que les accidents du passé ne se reproduisent.
Et plus particulièrement, ils s'attaquent principalement aux causes de ces accidents. Ils vont faire en sorte que les causes de ces accidents ne puissent plus apparaître, ne puissent plus exister. Alors qu'on pourrait également gérer les risques par la prévention des conséquences possibles. Et puis, il y a des inconvénients culturels. Du fait que les normes et les règles sont de plus en plus complètes et précises, on y trouve tout ce qu'il faut faire, y compris les formulations mathématiques à utiliser ou les méthodes à employer pour atteindre les objectifs de ces règles. Du coup, plus vraiment de réfléchir à de nouvelles méthodes, de développer de nouvelles connaissances ou de former le personnel, puisque tout est écrit dans la réglementation. Cela va entraîner une perte de vigilance. Enfin, telle qu'elle est souvent perçue par les dirigeants, la réglementation a pour finalité de transférer la responsabilité. Et dans certains cas, l'objectif ultime n'est plus vraiment de faire de la sécurité, mais surtout d'être déchargé de toute responsabilité civile ou pénale en cas d'accident. Alors que faire? Eh bien là encore, on peut s'inspirer des Grecs, comme ici de Thucydide, qui disait « L'épaisseur du rempart compte moins que la volonté de le défendre ». Qu'est-ce que cela veut dire en termes de risque? Eh bien, cela veut dire que la chose la plus importante, c'est d'avoir la volonté de faire de la sécurité. Et c'est plus important que les moyens. Il faut donc mettre la politique avant les moyens et développer notamment dans les entreprises, dans les organisations, une culture de sécurité. Et mettre l'imagination au pouvoir pour la développer. L'imagination, justement, c'est ce dont on a besoin en situation de crise. C'est-à-dire quand, malgré les règles et les normes, un accident a eu des conséquences incontrôlables. Alors rappelons tout d'abord ce qu'on appelle une crise par opposition à ce qu'est un accident. Un accident, c'est un événement connu d'extension limitée. En général, on s'est préparé à faire face à ce genre d'accident. Dans une crise, au contraire, on ne sait pas pourquoi ça s'est produit. Et l'accident porte ses effets bien au-delà de l'entreprise. Dans la gestion d'un accident, il y a des procédures codifiées, des plans d'urgence ont été établis. Dans une crise, ces plans d'urgence ne servent plus à rien. Dans un accident, il y a un nombre de participants limité. Dans une crise, un très grand nombre de participants sont susceptibles d'apparaître. Dans un accident, les organisations se connaissent, de l'industrie, les pompiers par exemple. Dans une crise, des organisations qui ne se connaissent pas vont agir ensemble, vont devoir échanger des informations. Dans un accident, l'autorité est bien connue et reconnue. Dans une crise, ça n'est pas le cas. Dans un accident, on considère que la situation est gérable. Dans une crise, la situation est incontrôlable. Et un accident, en général, il a une fin limitée dans le temps. Il dure un temps limité dans le temps. Dans une crise, on ne sait jamais quand ça va terminer, ni comment. Et qu'avons-nous à faire face à une crise? En gros, très grossièrement résumé, eh bien, on doit affronter un temps qui court incessamment et des demandes incessantes de la part d'un très grand nombre d'acteurs. On doit réguler les dérapages sur les priorités qu'on s'est fixées, sur les objectifs qu'on s'est fixés, réguler les dérapages sur les informations qu'on a du mal à contrôler. Et puis on doit dépasser les échecs constatés, les tentatives désespérées et les problèmes de responsabilité qui sont souvent stérilisants. On doit enfin accepter que la situation n'est pas contrôlable, mais néanmoins agir pour limiter les conséquences négatives de cette situation. Alors comment s'y préparer? Eh bien, je voudrais citer un des exemples parmi ceux qui existent pour se préparer à faire face à ce genre de situation. C'est l'exemple du dispositif e-Crisis que nous avons développé dans notre école. Il s'agit d'un jeu de rôle, un serious game, comme on dit aujourd'hui, entre plusieurs cellules de crise, sans deus machina, sans maître du jeu, qui doit laisser cours à la créativité, qui justement vise à développer la créativité dans ce genre de situation. Son objectif, c'est principalement de mettre en évidence pour les participants l'importance de l'incertitude en situation de crise et la complexité de ces situations. Et puis, de montrer que dans ce genre de situation, ce qui compte, ce n'est pas tant les compétences des individus qui doivent gérer la situation, que les capacités, leur capacité, et notamment leur capacité à innover. Alors voici comment ça se déroule. En général, 3 groupes vont jouer ensemble. Il peut y en avoir davantage. L'entreprise dans laquelle va commencer l'accident,
la mairie dans laquelle se trouve l'entreprise, la mairie de la commune dans laquelle se trouve l'entreprise, et puis une autorité locale, par exemple la préfecture en France, hein, qui a vocation à gérer les situations accidentelles quand elles sortent du cadre de l'entreprise. Grâce au système e-crisis, ces groupes vont échanger des informations. Il y a un groupe d'animation également sur lequel je reviendrai. Donc échanger des informations. Ces informations, donc, la cellule d'animation en aura connaissance et ça lui permettra d'intervenir dans le jeu en jouant d'autres acteurs, par exemple pour jouer les difficultés rencontrées sur le terrain, l'immersion d'une association dans la situation, tout un tas d'événements, et puis la cellule d'animation, bien sûr, chargée également d'élaborer quelques éléments de scénario. Voilà l'animation intervenant dans le jeu. On utilisera éventuellement des moyens modernes, bien sûr, pour rendre le jeu plus réaliste. Dans chaque cellule, vous aurez des observateurs qui vont donner des informations à la cellule d'animation pour dynamiser le jeu à différents moments, et puis surtout qui vont observer comment les groupes s'organisent. Tout ça sera utile au débriefing. Et enfin, on mettra dans le jeu des journalistes, des gens qui joueront le rôle de journalistes, pour ajouter un peu du stress et pointer l'importance de la question des informations. Voici un exemple d'activité dans une cellule de crise donnée. Vous voyez à l'écran donc le système e-crisis qui projette les messages échangés avec les autres groupes, et puis chacun dans le groupe a un rôle à jouer, intervient dans le jeu à travers toujours des messages échangés. Les rôles de journalistes qui viennent solliciter chacune des cellules pour avoir des informations sur l'événement. Une cellule d'animation ici assez réduite qui régule un petit peu le jeu, qui le dynamise par moment. On voit ici l'interface du système tel qu'il est vu par un des groupes. Donc on voit les messages envoyés, les messages reçus. On peut pointer des messages particuliers. On a une symbolique ici pour déterminer la nature des messages. La cellule d'animation ayant une vision plus globale de ces échanges. Et le système va permettre d'établir un certain nombre de statistiques sur la nature des messages, le type des messages, ou sur la dynamique des échanges, mettant en avant des moments de creux, des moments d'intense activité par exemple. On pourra également, à la fin du jeu, pointer sur les rôles qui ont été déterminants dans le jeu, l'intensité des échanges entre différents acteurs, ou ce genre de choses. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter cette adresse sur laquelle vous pourrez récupérer donc une communication sur le système e-crisis. Je vous remercie pour votre attention.